à tous et bienvenue sur le plateau de la pensée et les hommes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Charles Conrij sur le plateau. Professeur, vous êtes chef du département de psychiatrie à l'hôpital de Bruckmann à Bruxelles et vous enseignez à l'ULB dans les facultés de médecine et de psychologie. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. De rien, volontiers. Professeur, en ce moment, les bars réouvrent tout doucement. On peut enfin de nouveau boire un petit verre avec nos amis en terrasse, ça fait du bien. Mais par contre, on a été privé pendant des mois de liens sociaux, d'événements culturels, de voyages. Et je pense que ça a eu un impact énorme sur le bien-être des gens. On entend beaucoup maintenant parler de dépression et d'anxiété dans les médias. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est des mots qui font peur, mais dans les faits, qu'est-ce que c'est? Alors, dans les faits, d'abord, je pense que l'anxiété, elle est consubstantielle de l'espèce humaine. Nous sommes malheureusement, de par notre évolution, destinés à être anxieux. Tout simplement parce que nous savons nous projeter dans le futur. Nous savons faire ce qu'on appelle du voyage dans le temps, donc du time travel, voyager vers le passé et voyager vers le futur, grâce à une série de capacités qui ont évolué, capacités cognitives, de mémoire. Enfin voilà, ce serait complexe de rentrer dans les détails, mais en gros, de ce simple fait-là, comme je donne souvent l'image, nous avons perdu le paradis. Donc nous sommes retombés sur Terre, nous avons perdu, c'est la métaphore de la Bible, du fait de la connaissance du futur, donc de la possibilité de se projeter notamment du fait que nous savons que nous sommes mortels, eh bien automatiquement nous perdons une certaine innocence. Alors est-ce que les autres animaux que nous ont aussi de l'anxiété, donc une appréhension du futur? Probablement beaucoup moins. Donc ils ont des systèmes évidemment de détection des menaces, la possibilité d'avoir une émotion de peur, mais par contre le fait de se projeter dans l'avenir et d'imaginer un futur qui peut être négatif, ça probablement que nous sommes l'espèce la plus développée là-dedans. Alors aussi une autre image, le fait de pouvoir se projeter dans le futur nous donne d'énormes avantages. C'est l'histoire de la cigale et la fourmi, en gros. Hein, c'est-à-dire que voilà, la cigale, elle chante tout l'été, elle vit le moment présent et elle est très contente. Mais par contre, la fourmi qui accumule en prévision d'eux, qui planifie en prévision de moments où ce sera plus difficile, eh bien, c'est notre modèle, quoi. C'est notre modèle d'anxiété, c'est-à-dire un modèle de planification qui permet la planification du futur, l'anticipation, donc de réaliser des choses extraordinaires, de préparer l'avenir, mais en même temps d'être anxieux par rapport à cet avenir. Ça nous permet aussi de survivre, du coup, de planifier. Tout à fait, donc c'est en partie, alors il y a des tas de capacités cognitives qui se sont développées probablement un peu simultanément dans l'espèce humaine, mais cette capacité-là, l'anticipation et la planification, elles nous ont permis en effet de faire des choses tout à fait extraordinaires. Est-ce que du coup, cet état anxieux dont vous parlez, qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà vécu, est-ce que c'est ça alors au fil du temps qui mènera vers une dépression, ou est-ce que c'est vraiment deux concepts différents? Alors ça peut mener vers une dépression. En fait, moi je dirais, l'anxiété, encore une fois, c'est l'appréhension du futur, de ce qui va se passer dans le futur. Et la dépression, c'est une pathologie de la défaite. C'est en fait, on s'était fixé des buts, hein, donc des buts de vie. On avait investi dans des projets, dans des buts de vie, où on a investi dans des personnes, et puis on perd ces investissements. Et c'est une pathologie de la défaite, c'est une pathologie du découragement, hein, par rapport aux investissements qu'on a faits, et puis de toute l'énergie qu'on a mis là-dedans, de tout le cœur qu'on a mis là-dedans, et puis voilà, on a un échec. Et comment est-ce qu'on peut différencier du coup d'une dépression suite à un deuil ou voilà, un événement qui nous a rendu vraiment très tristes pendant plusieurs mois et une dépression chronique qui peut durer des années? En fait, là, c'est juste sur un continuum, hein, donc c'est difficile de dire, voilà, il y a un point qui sépare les deux. C'est à partir du moment où le découragement et le manque d'envie, de motivation continue pendant des mois, pendant des années, qu'on parle de dépression chronique. Le fait d'avoir un manque d'envie, de motivation, ce qu'on appelle l'anédonie, le manque de capacité à ressentir du plaisir, eh bien, c'est lié au fait que voilà, il n'y a plus de moteur par rapport à des buts de vie. On a eu trop d'échecs,
on a eu trop de défaites et puis on est découragé pour le futur. Est-ce que vous avez vu une différence dans votre pratique professionnelle suite au Covid? Alors ça c'est une question vraiment complexe en réalité parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans les médias d'une explosion de problèmes de santé mentale. C'est une explosion qu'il faut un peu relativiser. C'est-à-dire que paradoxalement, certaines personnes se sont aussi senties mieux suite à la période Covid, hein, notamment par exemple toutes les personnes qui, je ne sais pas moi, avaient difficile sur les lieux de travail, avec beaucoup de conflits avec des supérieurs qui étaient compliqués, puis qui se retrouvent à la maison à faire du télétravail, qui sont un peu tranquilles, ceux-là, ils sont plutôt mieux. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ça. Et puis d'autres personnes, par contre, qui sont des animaux très sociaux, on va dire, eux, évidemment, ils ont subi une grosse perte. Donc c'est assez nuancé. Si on regarde, par exemple, le nombre de suicides, eh bien, il n'a pas tellement bougé, en fait, entre avant la pandémie et pendant la pandémie. Par contre, nos collègues qui s'occupent de jeunes, donc les pédopsychiatres ou les psychologues qui s'occupent de jeunes, eux, ils alertent en disant que là, il y a vraiment une grosse détérioration, ce qui peut se comprendre, puisque là, il y a une construction de vie qui est en cours, qui se fait en partie sur les appuis sociaux, hein, qui sont à l'école, ou qui... Et là, il y a une série de jeunes, visiblement, qui ont été beaucoup plus mal. Et nos collègues ont alerté sur le fait que les services, les centres de santé mentaux, les services d'hospitalisation pour jeunes, etc., avaient été complètement débordés. Du côté des adultes, c'est moins clair. Maintenant, il faudra voir aussi les conséquences de la pandémie, parce que, encore une fois, quand on parle de pathologie de la défaite, j'avais été, il y a quelques semaines, j'avais été chez un traiteur pour prendre quelque chose à manger pour la famille. Et puis alors, cet homme me disait, voilà, je dis, comment vous vous en sortez? Il dit, pas très bien, parce que le traiteur, ça ne remplace pas les revenus du restaurant. Il y avait 3 restaurants, 2 salles, je crois, de mariage, et des salons de coiffure, quoi. Il avait tout investi là-dedans. Alors lui, évidemment, se retrouvait dans une situation de défaite terrible. Donc, bien sûr, il y a toutes les conséquences économiques aussi qui sont des défaites potentielles pour des gens qui ont investi du temps, de l'argent, de l'énergie, et puis qui voient leur projet s'écouler. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des facteurs génétiques liés aussi à la dépression? Est-ce que certaines personnes sont plus à risque de développer une dépression dans leur vie que d'autres? Alors, ça aussi, c'est une question extrêmement complexe. Et là, je suis obligé de retourner un petit peu en arrière, parce que je vais vous donner l'évolution de ce que moi j'ai vécu dans l'histoire des idées, finalement, en psychiatrie. Donc, quand j'ai commencé dans les années 80, on avait l'espoir, on disait, va trouver un gène, on va trouver le gène de la schizophrénie, on va trouver le gène de la dépression, on va trouver le gène de l'alcoolisme, etc. Et puis, on a fait des tas d'études, et puis, c'était extrêmement décevant parce que les résultats n'étaient jamais tout à fait reproductibles, etc. Et puis, on a dit, ah mais, c'est pas la bonne méthode, en fait, il doit y avoir quelque chose de génétique, puisqu'on voit que chez des jumeaux, par exemple, qui ont le même bagage génétique, il y a plus de concordance que chez des jumeaux monozygotes qui partagent vraiment le même code, il y a plus de concordance que chez des zygotes qui ne partagent pas le même code. Donc, il doit y avoir quelque chose. Et on s'est dit, alors, c'est parce qu'on a cherché des gènes uniques, alors qu'il y a probablement des tas de gènes qui sont impliqués dans la construction cérébrale, dans la connectivité, et qu'il faut chercher beaucoup plus large. Et on a fait ça, on a fait des efforts gigantesque, donc de recherche sur des centaines de milliers de personnes, où on regarde le code génétique en entier. Et puis, déception aussi, parce que, oui, on trouve des tas de petites variations qui donnent une susceptibilité plus grande, mais en fait, on ne trouve pas une variation plus spécifique. Et puis, déception encore plus grande, c'est que la spécificité, c'est-à-dire ces gènes de susceptibilité qui vont faire que vous faites une dépression, schizophrénie ou
un trouble obsessionnel compulsif, en fait, il y a un recouvrement. Ce sont souvent les mêmes gènes qui sont impliqués. Et alors on se dit, mais, on ne comprend plus rien. Et alors il y a eu un autre courant qui est apparu dans les années 2000, qui était de dire, OK, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, parce que les gènes, c'est quoi? C'est en fait des instructions qui sont données pour fabriquer des protéines. Et donc chaque cellule possède les volumes entiers d'instructions pour fabriquer ce qu'il faut pour la vie. Mais une cellule de foie n'est pas la même chose qu'une cellule de cœur, et donc les instructions qui sont lues dans chaque cellule sont différentes. Et le fait que des instructions sont lues dans certaines cellules et pas dans d'autres, c'est lié à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire le fait que, OK, le code est le même, mais les parties du code qui sont lues sont différentes. Et ce qui influence ce qui est lu ou pas lu, c'est l'environnement. C'est-à-dire le fait que vous avez des environnements différents qui vont faire que certains gènes sont exprimés ou pas exprimés. Alors, on a eu, début des années 2000, notamment pour la dépression, on a eu une étude formidable, qui est une des études les plus citées en psychiatrie, qui est une étude, pour essayer de résumer, c'est l'étude de Dunedin, donc ce sont des enfants en Nouvelle-Zélande, ils ont été suivis depuis leur naissance. On a tout enregistré sur eux, plus de 1000 enfants, tout ce qui leur arrivait, ce que les parents disaient, ce que les enseignants disaient, ce que les autres enfants disaient, tout ce qu'il y avait moyen d'enregistrer, tout ce qui leur arrivait, on l'a enregistré. Et puis, on avait la possibilité de faire des études génétiques, de prélever leur génome et de voir ce qu'il en était. Et on a eu alors donc cette étude extraordinaire qui a dit, en fait, ce n'est pas les gènes ou l'environnement, c'est les deux. Si vous avez à la fois une variation génétique, ici c'était pour un gène codant pour une protéine qui intervient dans la transmission de la sérotonine, et que vous avez eu, par exemple, de la maltraitance dans l'enfance, les deux ensemble, ça provoque de la dépression. C'est ça. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Une sensibilité, alors. Voilà, une sensibilité. Et c'est toujours pas la fin de l'histoire, parce que cette étude citée des milliers et des milliers de fois, on a essayé de la reproduire, et ça ne marche pas très bien. Ah. Et donc la conception actuelle, c'est de dire qu'en fait, on s'est attaché là à une seule variante génétique, alors qu'il faut regarder l'ensemble des variantes génétiques en même temps, et l'ensemble des conditions d'environnement en même temps. Donc ça donne une complexité phénoménale, qui est tout simplement pas appréhendable par l'esprit humain. Donc peut-être qu'à un certain moment, c'est l'intelligence artificielle, la possibilité de traiter toutes ces données de manière informatique, qui va nous donner la possibilité de faire des prédictions et de dire, voilà, si on a telle configuration génétique, plus telle condition d'environnement, plus etc., voilà, ça alors on sait prédire quelque chose. Et on n'en est toujours pas là. Voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et du coup, qu'en est-il des traitements de nos jours? Parce que bon, les antidépresseurs, on en parle depuis très longtemps, ça existe, on sait qu'ils sont quand même efficaces, mais ils ont beaucoup d'effets secondaires. Alors on entend pas mal parler pour le moment de la psilocybine, du LSD, des traitements plus naturels. Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors de nouveau, il faut faire un petit retour. C'est toujours intéressant de regarder l'histoire, parce que sinon, je crois qu'on ne comprend pas bien. Donc, la plupart des traitements psychotropes qui sont utilisés en psychiatrie ont été découverts par hasard. Ils ont été découverts par hasard, principalement à partir des années 60. Et c'est le cas pour les premiers antidépresseurs, découverts tout à fait par hasard, notamment un traitement qu'on donnait chez des tuberculeux, et puis ils étaient un peu de meilleure humeur, on s'est dit, tiens, c'est curieux, il y a un effet sur l'humeur. Et puis, on a regardé ce que faisaient ces antidépresseurs. On a dit, ils font varier des neurotransmetteurs dans le cerveau qui sont
la sérotonine, la dopamine par exemple, et donc probablement que c'est ça qui crée l'effet antidépresseur. Et puis, on s'est dit, ben oui, mais si c'est ça qui crée l'effet antidépresseur, ça veut dire qu'il y a trop peu de sérotonine, dopamine dans le cerveau des gens qui ont de la dépression, donc on va essayer de mesurer ça. Puis on mesure ça, on dit, mais ah ben non, non, il n'y a pas de déficit, donc c'est pas ça l'explication. Et puis au fur et à mesure du temps, on avance. Dans les années 80, il y a l'apparition de la classe des antidépresseurs sérotoninergiques, hein, donc le Prozac par exemple qui est très connu. C'est une révolution. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup moins d'effets secondaires que les plus vieux, qu'on ne donnait presque pas. En fait, on les donnait qu'aux très 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 dépressifs, parce qu'ils avaient tellement d'effets secondaires que bon, vous et moi, on aurait pris ça, on dit, ah, non, ça ne va pas, c'est trop désagréable. Avec l'arrivée des nouveaux, avec le Prozac notamment, beaucoup moins d'effets secondaires. À ce moment-là, les antidépresseurs se sont généralisés. Actuellement, en Belgique, il y a 10% de la population qui prend en permanence un antidépresseur. Hein, donc c'est énorme, c'est énorme. Donc, parce que ça agit sur la dépression, ça agit sur les troubles anxieux aussi. Et puis, comme je disais, on s'est dit les mécanismes, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de déficit en sérotonine, il n'y a pas de déficit en dopamine, ça doit être autre chose. Et l'impression actuelle, c'est que ce que font ces médicaments, c'est qu'ils poussent à reconstituer des réseaux de connexion cérébrale. Que les neurones vont refaire des petites pousses, hein, et qu'on va avoir alors une meilleure connectivité au niveau cérébral, et notamment dans les zones qui contrôlent les émotions. Voilà. Entre les zones du cortex préfrontal qui contrôlent les émotions, et puis les zones qui sont impliquées dans les émotions. Donc on a l'impression que c'est ça, qu'on reconstitue quelque chose, une connectivité. Et alors, les nouvelles molécules dont vous parlez, hein, notamment par exemple la kétamine ou les champignons hallucinogènes, là aussi il y a des polémiques, parce qu'on dit, ok, par exemple, la kétamine, hein, qui est au départ un anesthésique, on a remarqué que ça donnait un effet antidépresseur presque instantané. Dans les heures qui suivent la prise, hop, les gens se sentent mieux, et notamment pour les idées suicidaires, ça a tendance à disparaître dans les heures qui suivent l'administration. Et ça a terriblement intrigué, parce que pour les antidépresseurs traditionnels, ça prend 2-3 semaines avant d'agir. Et on s'était dit, 2-3 semaines, c'est normal, c'est le temps que toutes ces petites connexions se rétablissent, etc. Comment ça se fait alors qu'une autre molécule crée en quelques heures quelque chose d'instantané? Et puis, on s'est rendu compte, de nouveau, c'est des modèles animaux, etc., que ces molécules, elles provoquent ces petites extensions de neurones, hein, ces petits circuits qui se rétablissent, extrêmement rapidement. Donc probablement de manière beaucoup plus directe en réalité que les antidépresseurs traditionnels qui le font sans doute de manière indirecte. C'est génial. Ce qui est potentiellement génial. Pour les champignons hallucinogènes, psilocybine, etc., probablement que ce sont les mêmes mécanismes en réalité. Alors de nouveau, en science rien n'est simple, hein, donc des polémiques, parce qu'il y a des personnes qui ont dit « Ok, vous donnez un anesthésique, la kétamine, qui a un effet dissociatif. » C'est-à-dire que les perceptions sensorielles, les mémoires, les émotions, les cognitions, ça se dissocie. C'est plus synchronisé, quoi. Et c'est cette déconnexion qui fait qu'il y a un effet potentiellement anesthésique. Alors il y a des gens qui ont dit, mais écoutez, en fait, c'est la dissociation qui fait l'effet antidépresseur. Parce que si vous séparez, vous déconnectez les zones de mémoire, des zones de perception, des zones de cognition, etc., les gens ne savent plus très bien pourquoi ils sont dépressifs. Je dis ça de manière simpliste. Si on ne se rappelle pas de nos problèmes. Voilà. En fait, le même mécanisme qu'on a évoqué pour les électrochocs, hein, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qu'on a utilisé tout un temps pour la dépression,
on s'est rendu compte que les électrochocs, ils provoquent des troubles de mémoire. Mais en fait, plus les gens ont des troubles de mémoire suite aux électrochocs, plus les électrochocs sont efficaces. Ça veut dire que peut-être ils perdent la mémoire de pourquoi ils étaient déprimés, en quelque sorte. Donc on a dit la même chose pour la kétamine, que c'est l'effet dissociatif. Donc la kétamine est aussi une drogue qui est utilisée dans la rue, que c'est l'effet dissociatif qui expliquerait l'effet antidépresseur. Maintenant, apparemment, ce n'est pas tellement le cas, il n'y a pas tellement de relation entre l'ampleur de la dissociation et l'effet antidépresseur. Voilà. Mais ce sont encore des sujets sur lesquels on va apprendre, certainement. D'accord. Et alors, l'émission touche presque à sa fin, mais c'est quand même important de l'aborder. Quelle est l'importance de la psychothérapie chez quelqu'un qui est dépressif, à côté de la prise de médicaments? À côté de la prise de médicaments. Alors, la psychothérapie, c'est principalement un traitement relationnel. C'est-à-dire, parce que nous sommes des animaux sociaux, le fait d'être en relation avec quelqu'un est thérapeutique en soi. Le fait d'avoir du soutien, quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous encourage, c'est thérapeutique en soi. Et il y a des tas de formes de psychothérapie qui existent, et ce qu'on voit, c'est que l'efficacité n'est pas très différente entre les différentes formes de psychothérapie. Ce qui compte, c'est vraiment le lien qui est créé et le soutien que la personne reçoit, et sur ce soutien sur lequel la personne va s'appuyer. Alors, ça, c'est une dimension. Et une autre dimension, probablement, c'est que la personne qui suit la thérapie et le thérapeute arrivent à construire un récit explicatif, un récit de ce qui est en train de se passer. Parce que ce récit explicatif, le fait de pouvoir mettre en mots, en histoire qu'on raconte, eh bien, ça a une influence apaisante sur les centres émotionnels. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose que si on stimulait, de nouveau, c'est un raccourci facile, mais que si on stimulait le cortex préfrontal, c'est-à-dire un cortex qui essaye de modéliser ce qui nous arrive, de raconter une histoire sur ce qui nous arrive, eh bien, ce cortex préfrontal, il exerce une action inhibitrice, donc il calme les émotions. Et donc il y a le support social lié à la psychothérapie et le fait d'avoir un récit, de comprendre ce qui est en train de se passer, de pouvoir avoir un récit explicatif. Ce sont deux facteurs qui sont importants dans l'efficacité des psychothérapies. D'accord. Et en tant qu'expert, quels conseils donneriez-vous si autour de nous on a des personnes qui sont déprimées, qui sont en dépression? Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide, nous, en tant qu'amis, en tant que proches? Bien, je pense que l'essentiel, c'est le support social, donc le fait que les gens se sentent soutenus, c'est déjà un élément extrêmement important. Toutes des mesures simples d'hygiène de vie, un sommeil correct, une alimentation correcte, très très important, de l'activité physique, enfin ce que les médecins disent pour quasi tout, quoi, en gros. Voilà. Et si tout ça ne suffit pas, ben alors oui, il faut aller à ce moment-là consulter, soit vers une psychothérapie, soit vers un traitement médicamenteux, ça dépend des préférences des gens, évidemment, soit les deux éventuellement, pour pouvoir traverser les moments difficiles. Je vous remercie, professeur, d'être venu sur le plateau aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions. Merci, au revoir.